Vous écoutez le premier épisode du podcast Rencontre. Bonjour à tous. Pour ce premier épisode, j'accueille Céline Schillinger, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de l'organisation d'un TEDx à Nice. Il me semble que c'était en 2012. Bienvenue Céline. Merci Cécile, c'était en 2013. C'était en 2013, tu as une meilleure mémoire que moi. Céline, je suis particulièrement heureuse. Tu es une femme pour moi vraiment remarquable dans ton parcours professionnel et de tout ce que tu as accompli ces dernières années. Tu es née à Bordeaux, tu as fait des études en sciences politiques qui t'ont amené par la suite à avoir un parcours en Asie. Alors, il y a plus d'une dizaine d'années, tu as intégré Sanofi, dans laquelle tu étais en charge de l'innovation et de l'engagement pour la qualité globale. Et je voudrais que tu nous racontes en premier lieu ce qui t'a poussé à explorer l'activisme, la co-création, les réseaux sociaux et surtout la transformation du leadership en entreprise. Alors merci Cécile. D'abord, je dois dire que l'admiration est tout à fait mutuelle. J'ai beaucoup d'estime pour ton parcours, ton énergie et tout ce que tu fais depuis des années. Donc, je suis très contente de participer à ce podcast et de parler des rencontres parce que tout mon parcours professionnel est affaire de rencontres, bien sûr, comme beaucoup. Et chez Sanofi Pasteur, donc ça venait après 10 ans d'expérience en entreprise plus petite et moyenne, à l'international. Et je suis rentrée dans un parcours, je dirais multifonctionnel, on va dire, puisque j'ai fait un petit peu de ressources humaines à l'international et ensuite je suis revenue sur les opérations commerciales qui était un peu mon chemin, le chemin que j'avais suivi jusqu'à présent. Et progressivement, je me suis intéressée à la notion de création de valeur et comment on crée de la valeur dans un collectif humain. Et comment on peut, comment dire, le créer de façon plus nette, plus évidente, plus rapide, plus diversifiée, prenant appui sur plus de talents, plus de compétences, plus de regards différents, à la place d'un schéma assez traditionnel, assez en mode push, où tu as un petit nombre de gens qui informent un grand nombre d'autres gens, des consommateurs, des prospects, des cibles variées, des salariés, pour les convaincre de faire quelque chose. Et je pense que ce mode d'interaction, il est devenu obsolète, ou tout au moins, il doit être complété par d'autres modes d'interaction, de relations, parce que les gens veulent vraiment autre chose. Aujourd'hui, ils veulent être acteurs, ils veulent être co-constructeurs, ils veulent pas qu'on leur parle d'en haut, comme si c'était des enfants ou voilà. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à faire au niveau communauté, engagement, mobilisation, etc. Pour moi, c'est devenu une évidence progressivement en évoluant dans un monde assez classique, on va dire, d'entreprise, où je voyais un peu les limites. Je me suis aperçue progressivement des limites de la communication traditionnelle, on va dire. Bon, j'étais pas directement dans la communication, mais comme tu sais, tout est affaire de Tout est affaire de communication, communication, évidemment. Voilà. clairement. Et donc, suite à cette expérience, tu as reçu d'ailleurs de nombreux prix pour ton travail, parce que tu as vraiment œuvré avec une persévérance peu ordinaire pour faire évoluer les choses dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, tu as créé Winnie Social, et quand nous avons discuté, qui est ressorti de notre échange, il me semblait qu'au fond, que ce soit à Sanofi ou que ce soit dans ce que tu faisais aujourd'hui, tu vas nous parler justement de ce que tu effectues en ce moment, par exemple, auprès d'une start-up, c'était qu'au final, chacun dans le monde du travail vient avec son parcours, son identité, son expérience, sa sensibilité, que pour avancer dans une entreprise ou en tant que dirigeant, il fallait être capable d'aller rencontrer l'autre. Et que ton travail était d'apprendre aux gens à mieux se rencontrer, même au sein de leur entreprise, même s'ils travaillaient ensemble déjà depuis de nombreuses années. Et à un moment donné où on se rend compte qu'il peut y avoir des dysfonctionnements, on a l'impression qu'on avance, mais sans vraiment avancer dans le bon sens.
Tu les aides à se rencontrer une Absolument, nouvelle fois. absolument et c'est vrai que les entreprises, elles sont souvent modelées sur, des schémas qui sont nés au début du XXe siècle, on va dire, des schémas d'entreprise, Mmh. industrielle qui étaient, une nouveauté pour l'époque, mais, qui par rapport à aujourd'hui, semblent bien simplistes dans leur fonctionnement. Le monde était, moins complexe, moins, connecté, moins globalisé, moins rapide, même si pour eux ça semblait très rapide, mais disons, on ne peut plus fonctionner avec les mêmes, approches qui sont des approches de segmentation. On segmente en silos, C'est en ça. fonctions, en grades, et cetera et l'organisation des interactions entre ces silos, ces grades et cetera, il est, un peu difficile. Il y a souvent des frictions, il est lourd et il requiert une infrastructure de communication qui crée des goulots d'étranglement un peu à tous les niveaux des organisations et au final, c'est pour ça que, on cherche souvent à résoudre un peu les problèmes en créant des task force ou des groupes des groupes projets. On essaie de trouver en fait des solutions, de structure ou de technologie. Mmh. On met en place un nouvel outil et on imagine que ça va Ouais. ça va résoudre tous les problèmes. Mais en fait, ça ne permet toujours pas cette rencontre et cette rencontre, Mmh. elle requiert comment dire? Une réflexion plus profonde sur, qui on est en tant que collectif, quelle est notre identité, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et créer les conditions pour que tout le monde puisse contribuer à ce collectif. Pas juste une partie, pas qui est pas, parfois j'ai pris l'analogie de la tête et les bras et souvent une Oui. petite tête et plein de bras et ça c'est un monstre ce truc, ça marche pas, ce qu'il faut, c'est que toutes les cellules de ce corps collectif aient eu un Mmh. cerveau, des bras, mais aussi du cœur et que tous connaissent, connaissent, voilà, et reconnaissent et voient, les apports des autres. Donc ouvrir les entreprises à la diversité, alors c'est pas seulement sous un angle moral ou un angle, comment dire? De différence, ethnique, par exemple. C'est, Mmh. beaucoup plus que ça. C'est ouvrir la, la possibilité d'un dialogue très en amont, au début quand les discussions les pardon, quand les décisions ne sont pas encore prises. Inviter, la diversité plus en amont, faire en sorte de créer de la collaboration, du collectif, vraiment partout dans l'entreprise. Utiliser pour ça les réseaux, bien sûr, le digital et tout ça, mais les réseaux, viennent juste en support d'une intention et cette intention, elle C'est doit ça. être, C'est un complètement outil, ça reste un outil. Il faut que voilà, l'intention de départ pour l'utilisation de cet outil soit voilà. adaptée à ce qu'on a envie de faire, à l'action qui va aller derrière. Exactement. Donc j'ai monté ma société en 2018, mi-2018, après effectivement 17 ans chez Sanofi Pasteur et 10 ans auparavant dans d'autres, industries. Donc un long parcours en entreprise qui m'a montré les limites d'une organisation traditionnelle dans laquelle les communications se font surtout de haut en bas, éventuellement de bas en haut, mais généralement pas en réseau, pas en communauté. Il y a généralement pas une communauté d'intention perçue par tous et traduite en comportement. Donc on a souvent comment dire? Une culture parfois de blâme mutuel. On a, les gens «d'en haut» entre guillemets, je simplifie, hein, je caricature, Mmh. mais les gens d'en haut qui se plaignent de l'inertie des gens d'en bas et les gens d'en bas se plaignent du fait que les gens d'en haut, ne communiquent pas et ne les écoutent pas, par exemple. On a les gens du milieu qui servent de cible pour tout le monde. Le middle management, c'est voilà le désigné coupable par tous Ouais, et quand on reste dans ces schémas-là, on peut pas s'en sortir. On peut pas créer de la valeur collective durable et quand on voit aujourd'hui ce qui nous arrive avec le covid, travailler, de façon distribuée, c'est très compliqué. On a tous ajouté un nombre d'heures de travail considérable à nos journées, c'est fou et c'est pas durable. On peut pas continuer
à produire de la valeur d'une façon saine, non toxique, Mmh. en continuant selon ces vieux schémas d'interaction, qui sont des schémas marqués par de la domination, du pouvoir, des relations Mmh. de pouvoir, des relations de Mmh. soumission aussi, et des relations de victimisation finalement, où chacun, pense que Mmh. les autres, sont pas, au bon niveau en fait. Alors, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, un petit cas pratique sur, dans ton par exemple dans We Need Mmh. Social, de ce que tu as pu mettre Absolument, en ouais, bien pratique, par sûr. exemple? Alors, bon là je travaille en ce moment pour une société qui est en phase de croissance et qui est un mélange de différentes cultures. C'est très intéressant parce qu'il y a pas encore on sent qu'il y a pas encore vraiment de projet commun et et si tu veux le raccourci, Mmh. ça pourrait être: «Bon, ben, allez, on va mettre tout le monde, autour d'une table» ou Ouais. même le raccourci du raccourci, ça pourrait être: le leader et son équipe de direction vont faire appel à éventuellement un consultant. On va établir la vision et la mission de l'entreprise et bing, ça va être diffusé à tout le monde, éventuellement signature de chacun et ça y est, on a notre projet commun. Mais est-ce qu'il y a eu un dialogue? Est-ce qu'il y a eu une rencontre des différentes perspectives autour de ce projet? Non. Donc en fait, ça va pas aller, grand nulle part. Donc donc mais comme j'en suis juste au début, je vais plutôt parler d'un autre exemple parce que là, justement, je reviendrai peut-être dans 6 mois pour te raconter ce qu'on a fait Avec et plaisir. comment ça s'est passé. Mais j'ai plein d'idées là en écoutant là qui me viennent en tête. Ça va être vraiment super. Avant de commencer le Mmh. podcast, alors pour que les gens, Oui. en fait, appréhendent un peu, hein, parce qu'il y a peut-être des Mmh. gens qui sont très, très éloignés de ce qu'on est en train de en même temps de raconter. C'est que Oui. là, pour Ah oui, l'instant, tu me complètement. disais donc là, tu passes par une phase d'immersion, Oui, hein. Tu passes une phase d'immersion où tu écoutes, où tu vas, toi, d'abord à la voilà, rencontre des différents salariés et cetera et où tu écoutes, tu vois comment les choses se c'est passent. ça. Je vois, je fais un peu, comment dire, l'espionne C'est ça, officielle, hein, l'espionne, oui, je me cache pas derrière mon voilà. journal avec des trous, pour Mais tu les yeux, hein, observes, tu es mais une observatrice. vo voilà, c'est ça, j'observe, je vois, un peu les petites blagues, les interactions. Est-ce que c'est grinçant? Est-ce que c'est de bon cœur? Est-ce qu'il y a une envie? Est-ce que les gens se cachent derrière leur ordinateur? Est-ce qu'ils font semblant de ne pas voir les autres? Ou est-ce que qui va manger avec qui? Comment ça se passe, quoi? Et c'est vraiment c'est des petites choses. Alors aussi une autre, chose importante, je regarde comment sont dessinés les organigrammes. C'est Ouais, très, très c'est très intéressant. parlant. Ça apprend plein de choses et comment sont donc les organigrammes, c'est un très bon indicateur. Et puis justement, je ne vais pas voir les gens en suivant l'organigramme du haut vers le bas. Je demande aux gens de me demander à chaque fois que je rencontre une personne, je lui demande de me donner 2 autres noms de personnes à D'accord. voir. Comme ça, je vois à partir de ça les réseaux un peu informels, je vois alors on pourrait aller plus vite avec un outil d'analyse de réseau social. Ça irait, plus vite, mais il y aurait pas cette, comment dire? Patine ou cette patte, Mmh. humaine de compréhension un peu intuitive, de quels sont les réseaux d'affinité et cetera. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le transversal. C'est voir où, dans une entreprise, il y a déjà du transversal, de la rencontre. Où est-ce qu'elle se fait déjà? Voilà, où est-ce que ça Ah fonctionne voilà, déjà pour pouvoir s'appuyer peut-être exactement, dessus pour exactement. développer Parce qu'on ne peut pas, créer une communauté à partir de rien ou à partir de voilà, c'est ça. juste d'un organigramme comme ça, d'une structure un peu, conceptuelle, quoi. Et c'est pas parce que Mmh. les gens sont dans les mêmes locaux, si ça arrive, Ouais, encore aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont dans le même bâtiment qu'ils sont une communauté, pas du tout. c'est Mmh. ça, c'est ça. Alors la petite anecdote à laquelle tu Alors, pensais sur la petite un anecdote, vas-y. l'année dernière, non 2019, je vais travailler pour une, grosse société allemande qui cherchait à mettre en place un nouvel, algorithme permettant à ses clients de réserver ses services en ligne. Et les Mmh forces mh. de vente étaient très réticentes à ce nouvel outil parce qu'évidemment, elles avaient l'impression que ça allait court-circuiter leur travail et donc mettre en risque, mettre en péril, leur poste et l'entreprise souhaitait, faire du change management. Le truc à la mode, Ouais. hein, le change management, mais je leur ai on en a parlé, je leur ai dit: «Le change management,
à mon avis, pour moi, hein, ma perception, c'est qu'on enrobe de sucre ce projet, qui fait peur, mais les gens ne sont pas idiots. Ils voient très bien que c'est un enrobage de sucre et donc ils vont peut-être vous laisser passer ce nouvel outil, mais il y aura pas d'adoption, il y aura pas d'enthousiasme, il y aura même peut-être de la réticence et peut-être même du sabotage. Mmh. Et donc qu'est-ce que vous aurez gagné avec ce programme de change management? Rien. Mmh. À la place, ce que je vous suggère, c'est les forces de vente, ces gens-là, au lieu de les laisser dans le siège arrière ou voire dans le siège bébé, hein, à l'arrière de la voiture, mettons-les sur le siège conducteur. On crée un partenariat entre un groupe représentatif et volontaire de ces gens-là, de ces personnes issues des forces de vente, et la Mmh. direction. Et ensemble, ils travaillent sur l'avenir digital de leur entreprise. Où est-ce qu'ils veulent aller? Comment ils veulent y aller? Pour quelles raisons ils veulent y aller? Qu'est-ce que ça apporte aux consommateurs? Etc. Et de cette façon, cet outil qui était, dont l'entreprise avait besoin, a pris naturellement sa place dans cette réflexion et il est devenu un produit de cette équipe. Donc les forces de vente n'en étaient plus la victime, mais en étaient les co-auteurs. Donc on a créé ce qu'on appelle en anglais le co-authorship ou le authorship, rendre les gens auteurs Mmh. des changements qui les affectent. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. Et alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans cette rencontre Oui. qu'on a organisée entre équipe leadership, c'est-à-dire l'équipe de direction et des gens qui n'étaient pas en position de direction, avec les titres et Mmh. cetera, disons dans l'organigramme de l'entreprise. Cette rencontre a été, comment dire? Une ouverture, un eye opener Ouais, pour les 2 c'est parties. ça. C'est-à-dire Ils se que, sont ah, c'est surpris drôle. finalement alors? Ah mais c'est fou et à chaque fois j'ai cette réaction-là, c'est-à-dire les gens disent mais en plus, texto, hein, j'ai entendu cette phrase-là: «Ah, on a réalisé que c'était des humains comme nous». D'accord. Ça. C'est dingue! C'est que Il y a dans un les mythe, il y a entreprises, des on mythes. a tellement habitué à se voir comme des titres, des rôles, des fonctions, des grades, des gens qui sont au-dessus ou en dessous de nous. Hem, on ne se voit plus Mmh. comme des personnes avec toute notre humanité et c'est encore une fois, c'est pas pour le plaisir ou pour, c'est sûr que ça correspond à mes valeurs, mais c'est pas juste pour le plaisir, intellectuel de se dire: «Ah, on se voit, on s'aime et tout ça». Non, c'est pas ça. C'est que ça rend le On collectif travaille plus ensemble. efficace et on travaille Mmh. mieux ensemble. On Mmh. travaille beaucoup mieux. On sert mieux nos clients, on sert mieux nos objectifs, on est plus respecté, on respecte plus les autres aussi. Ça crée des collectifs plus sains et quand on passe, 8 heures de sa vie, 8 Oui, heures par jour sur le lieu du travail, il serait quand même temps de trouver des moyens d'être respecté, de créer du mmh, collectif sain, là, quoi. C'est la moitié de nos vies, clairement, quoi, clairement. quasiment. Alors Céline, quand on a préparé ce podcast, la première chose dont tu m'as parlé, sur la thématique de la rencontre, il y a un mot qui est sorti, immédiatement, c'est le mot Vietnam. Alors Vietnam parce que donc Mmh. à 23 ans, après tes études, tu quittes la France, tu aurais pu très bien, tu as fait de brillantes études, tu aurais pu très bien, rester dans un certain confort qui, te permettait de, après tes études, trouver, un poste en France et de commencer ta carrière. Mais non, tu pars seule au Vietnam et maintenant raconte-nous. Alors c'est vrai que vu raconté comme ça paraît, complètement, fou. En même temps, à 23 ans, j'avais travaillé dans une petite boîte, c'était ma mon 1er job et cette boîte avait fermé pour, raisons économiques. J'étais jeune, j'étais célibataire, j'avais pas d'attache, j'avais envie de changer, un peu envie de changer de voie, de pas rester dans la communication, mais d'aller vers, quelque chose de plus, au cœur des opérations commerciales qui me semblait, être un domaine vraiment intéressant. Je me suis dit: j'ai rien à perdre, je pars» et j'adorais la littérature, asiatique, j'en lisais beaucoup, heu et je me suis dit: «Je vais aller en Asie», voilà et alors où est-ce que je peux aller en Asie? J'ai essayé de trouver un endroit qui soit pas trop compliqué pour une femme, donc ça a éliminé certains pays. Un endroit qui soit pas trop, riche, confortable et cetera parce que j'ai envie de voir, ce que j'ai Mmh. un peu dans le ventre et
et qui alors j'étais bien intéressée par la Chine, mais en fait, j'y suis allée plus tard en Chine, mais la Chine, prenait surtout des opportunités pour les Oui, gens qui parlaient chinois. Bon, c'était pas mon cas et par, un peu le hasard, j'ai eu vent d'une opportunité qui n'a pas marché au Vietnam, mais je suis tombée complètement amoureuse de ce pays. Vraiment à la première seconde, bah, alors c'est quelque chose dont je n'oublierai jamais de ma vie. La porte de ouais. l'avion s'ouvre et je sens cette humidité, cette odeur, cette chaleur, et ça me prend, ça m'enveloppe, mais instantanément, je me dis: «Waouh, c'est là que je veux être». C'est une révélation, enfin, je sais C'était pas, quelque chose de ex fort, hein, ah ouais, émotionnellement extrêmement quelque chose de fort. très fort, ouais, ouais, extrêmement fort et je suis restée 4 ans. Je me suis installée au départ les 6 premiers mois dans une famille vietnamienne. J'ai appris, la langue parce que j'avais vraiment pas d'autres possibilités pour, communiquer Mmh. avec les autres et j'ai cherché un job. Donc tous les jours, je sillonnais la ville en cyclo-pouce. À l'époque, il était encore permis, en centre-ville. Et puis j'ai trouvé un job là et ce job m'a envoyée à Hanoï, parce que j'avais commencé par le sud du pays. Je suis allée à Hanoï. Là, je me suis refait d'abord, j'ai «réappris» entre guillemets la langue parce que c'est un accent D'accord. extrêmement différent, parfois même des mots différents et puis je me suis trouvé «une autre famille» entre guillemets, des gens extraordinaires avec lesquels, je suis toujours en contact. Donc ça fait, bien, bien, bien longtemps et qui ont eu des enfants, qui ont parfois eu des petits-enfants. Donc on se suit, on s'envoie des messages, on est même, on se voit même. Je suis retournée avec ma famille, avec mes enfants pour leur faire, connaître ce pays qui m'avait tant marqué et c'est drôle parce Oui. que quand on s'est parlé pour, cette réunion de préparation, j'avais rêvé du Vietnam la nuit précédente, Oui, oui, alors je t'ai fait que faire je ne un savais pas ah, qu'on tu allait en savais, oui, parler. c'est vrai. Ah oui, c'est Non, venu, non, je savais pas qu'on d'accord. allait en Et moi, j'avais parler. vu tes photos, Ouais, en ouais, fait, complètement. sur Facebook, Mmh. de quand tu y es Mmh. retourné. L'impression, enfin, rapidement, tu m'as Ouais. parlé de ça, donc et alors moi, ce qui m'interpelle, hein, c'est que, tu es allé dans Oui. plusieurs familles, tu as rencontré plein de gens, tu as fait Mmh. d'autres voyages, hein, tu es allé en Chine, tu es Mmh. travaillé à Boston, heu Mmh. ça fait pas Mmh. longtemps que tu es revenu, maintenant tu es à Lyon. Mmh. Il y a quelque chose quand même pour toi de fort qui s'est passé avec cette famille, Mmh. au-delà de simples amis, enfin, il y Oui, a quelque chose oui. vous avez tissé un lien, extrêmement fort. Quand tu en parles, tu Oui, me oui. Ah disais que ah oui. c'était, d'une seconde famille. Enfin, c'est des gens dont tu te Oui, tout sens à fait. aussi Hein. proche que enfin, du lien familial. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, tout à fait et quand on en a parlé, c'est parce que, le thème de ton podcast rencontre, m'a fait vraiment réfléchir à la rencontre qui m'avait marquée et dont j'avais envie de parler et j'ai listé plein de il y a plein de gens qui m'ont marquée, vraiment, j'ai eu une chance folle de tomber sur à chaque étape importante de ma vie ou même des petits coups de pouce, des petites idées, des petites pas forcément des grands bouleversements, mais j'ai eu la chance C'est de ça. faire des rencontres tellement magnifiques, extraordinaires. Ça serait injuste de citer une personne au détriment de tous les autres. Mais par contre, il y a un Mmh thème mh. qui est cher à mon cœur et que j'ai vécu comme une rencontre lors de cette, Mmh. aventure au Vietnam, c'est le thème de l'altérité. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré l'autre dans cette aventure et souvent on le fait quand on est jeune, c'est ça qui est génial, mais moi ça m'a donné le goût de cette rencontre de l'autre et j'essaye de ne pas quitter ce goût parce que c'est une richesse Mmh. continuelle de continuer à de poursuivre son développement, ça c'est de repousser en fait ses horizons, d'ouvrir plus de portes et et c'est vrai qu'avec cette famille, par exemple, et ces amis que je me suis fait, l'altérité, elle était pas seulement physique, même si c'était assez marquant d'être la seule, voilà, blonde, dans un univers, complètement asiatique. Hem, Elle était pas seulement physique, elle était pas seulement, une différence de langage, et cetera. Mais il y avait aussi une différence sociale, il y avait une Culturel, hein. différence économique, il y avait et cetera. Mais il y avait culturelle, complètement, fondamentale. Je me suis aperçue en apprenant la langue que ces gens-là ne pensent pas comme nous. Ils n'ont pas De les pensée, mêmes de schémas construction.
oui, de construction et de vision du monde. Ils ont pas les mêmes lunettes et ça, j'étais, sciée quoi, parce que pour moi, jusqu'avant, on traduit les mots, mais si la structure de la pensée, le regard qu'on porte sur le monde, même si j'étais pas complètement idiote, mais Mmh. alors que, tu vois, un exemple, c'est qu'en vietnamien, il n'y a pas de mot pour dire «je». Il n'y a pas un mot pour dire «je». Il y a plein de mots Excellent. qui D'accord. sont tous relationnels. Donc le «je» que je Mmh. vais utiliser et le «tu» ou le «vous», c'est la même chose, hein, ça change à chaque fois. Hein. Donc le «je» que je vais utiliser avec toi, Cécile, sera Oui. différent du «je» que je vais utiliser avec ma mère et sera différent du «je» que je vais utiliser avec ma fille et avec une dame que je ne connais pas dans la rue. Et donc la chose la plus difficile à dire, à apprendre en vietnamien, c'est «bonjour». J'adore. C'est je te dis bonjour, parce que c'est comme ça que ça pourrait se traduire, mais au début, on est complètement perdu parce qu'on ne sait pas Mmh. comment dire «je» et on ne sait pas comment dire «tu» Ça veut dire que le et voilà, oui, c'est-à-dire qu'ils ont une c'est phénoménal sensibilité de penser particulière qui à comment je me positionne par rapport à oui, toi, qui je suis par rapport à toi au moment où je le exactement, dis et comment je me positionne par rapport à exactement, toi, hein? c'est ça et si tu veux, c'est une sagesse que j'ai, qui m'est venue bien, bien tard dans ma vie, on n'est jamais un être tout seul. Un être humain, c'est toujours un être social. On est Mmh. toujours en relation par rapport aux autres. Mais eux, je veux dire, c'est embedded, c'est intégré dans leur langue C'est ça, depuis donc le c'est-à-dire que la début, construction de leur tu vois? personnalité, enfin de leur culture, vis-à-vis de tout C'est ça, ça, se fait par l'apprentissage, voilà, de leur langue. c'est ça. Alors c'est phénoménal. Alors en même temps, ça peut être vu comme, une sorte de à l'époque, ça m'avait choquée parce que je m'étais dit: «Mais c'est, heu, c'est un esclavage, entre guillemets. On est moi, je Mmh. veux être moi toute seule. Je veux être je, quoi». Tu vois? Indépendamment de je veux pas être construite par une relation filiale, ou, d'âge ou et cetera. Mais, C'est ça. ça m'a fait réfléchir. J'ai trouvé ça vachement intéressant et puis, finalement, est-ce qu'il y a une meilleure façon? Est-ce que l'un vaut mieux que l'autre? Ben, non, je pense pas. Je pense que c'est deux visions qui ont intérêt à s'ouvrir l'une à l'autre et à se connaître et voilà quoi et on peut faire des choses ensemble C'est à partir clairement de génial. ça. Non, non, C'est c'est un très, génial. très bon exemple, je trouve, de ce qui peut nous enrichir, au Mmh. travers de l'altérité et de ta découverte Mmh. de l'infini des possibles, quand on va à la rencontre de l'autre, et qui peut, Mmh. justement nous amener à nous interroger sur Mmh. notre propre sensibilité et notre propre réflexion sur, qui nous sommes. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est se décentrer, c'est toujours une bonne chose, je pense. Alors pour terminer, je voulais te poser une petite question que je pose à chacun de mes invités. Si tu pouvais dîner avec qui tu voulais, alors un personnage, ça peut même être un personnage fictif, hein, ça peut Mmh. être quelqu'un de vivant, du passé, un personnage fictif, un homme politique. Avec qui voudrais-tu passer un moment, un dîner? Alors, j'y réfléchis. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais» le si tu veux la réponse sérieuse, c'est et en plus c'est une vraie réponse, j'adorerais Ouais, dîner avec Marguerite Yourcenar, dont j'admire absolument les livres, la langue, voilà, c'est quelqu'un qui m'avait complètement éblouie par, son écriture, donc j'adore, voilà. L'œuvre noire, c'est pour moi un des plus grands livres qui ait été écrit. Bon bref, Marguerite Yourcenar, réponse sérieuse, intelligente, et la culturelle, réponse tout ce coup de qu'on cœur. Alors, ou coup de la cœur, réponse, ou coup de fan, cœur, ou vas-y, la réponse dis-moi. coup de cœur, mais je peux pas dire, son nom, mais je vais te dire que j'aimerais discuter avec un des anciens PDG de Sanofi D'accord. et lui dire: «Bon sang, mais c'est pas possible, mais vous avez rien compris? Mais enfin, mais quand même quoi, on gère pas une entreprise comme ça, on est plus moderne, on peut être moins résistant au changement, on peut être plus ouvert et vous avez tout à y gagner et bon, excuse-moi, mais quand on voit la performance de Sanofi aujourd'hui, il aurait peut-être fallu Ouais. que j'ai ce ce dîner en vrai, Écoute, on sait jamais. si vous m'entendez. Si, hein, on va, Hein, s'il voilà, t'entend. Mais ouais. clairement, Non, mais il y a des moments, je me tape la tête contre les murs, quoi, de voir à quel point le conservatisme
de certains dirigeants. Alors, je veux pas faire du French bashing pour le plaisir, mais franchement, je trouve que la culture française de management, elle est elle est vieille. Elle est souvent vieille. Elle est marquée par, un entre-soi, par, un amour de la hiérarchie, par, et toutes ces choses-là nous freinent, Peur, ça hein, nous on avait une freine. conversation sur Ah un oui! exemple dans mon cercle Mmh. privé Mmh. ou même dans des milieux dits start-up, on se retrouve Mmh. avec en fait des réactions complètement hallucinantes où en fait on se dit start-up mais où l'agilité n'est pas du Oui, tout intégrée n'est pas du tout non, intégré et qu'on est encore pétrifié dans des fiches de poste, complètement. Oui, dans des fiches de poste et on n'arrive c'est à vrai, faire ni un centimètre à gauche ni un centimètre à droite. Et, c'est vrai, et c'est c'est vrai. vraiment, il y a énormément à faire dans ce domaine-là, je pense. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un manque criant C'est d'imagination. Mais ça. vraiment, c'est assez terrifiant. On est tellement formaté que et On puis a on a peur. Je peur, pense qu'il y a comme beaucoup tu de dis, peur. on n'ose Il y a pas beaucoup oui, de bien peur, sûr. donc on Mmh, met des mots sur plein de mmh, choses, mais dans mmh, l'esprit collectif encore de ceux qui, mmh, pour certains, sont à la tête de ces entreprises ou qui veulent évoluer sur des domaines assez innovants, mmh. ont du mal à faire évoluer la culture managériale et Mmh. à s'ouvrir et à l'altérité. Oui, On on y y revient, revient on y revient. à Ouais, l'altérité, à la exactement. rencontre et à dire ben Mmh, on essaie de nos identités différentes et etc. De créer mmh. une valeur ajoutée, d'être dans la valeur Mmh. ajoutée. C'est ça et encore une fois, c'est pas un truc de béni oui oui. C'est pas du soft, un peu new age, et cetera. Pas du tout. C'est de l'efficacité C'est ça. économique, c'est de la performance qualité, de la performance commerciale. C'est être plus innovant, plus rapide, et plus Mhm. profitable, quoi. Donc, il y a tout à gagner. Par contre, évidemment, il faut accepter de changer soi-même, de lâcher un peu le contrôle, d'interagir différemment avec les gens, d'être moins en position de surplomb et plus en position d'accueil, et pour certains, c'est un petit peu difficile parce que c'est vrai que c'est plaisant, hein, d'être en surplomb et de dire aux autres: «Bon allez-y maintenant, changez». Mais moi je change rien. Donc C'est ça. ça marche pas comme ça marche pas. Les gens, ils ont changé et on n'est plus les mêmes personnes qu'il y a 50 ans ou que même il y a 20 ans. Tout a changé dans notre environnement socio-économique, culturel, Et les réseau, défis tout ça. économiques et Mais oui, sociétaux, ils bien ont sûr, changé. Donc l'entreprise doit s'adapter à ces exact, nouveaux enjeux. absolument, exactement. Mais écoute, je te Mmh, remercie en tout mmh. cas, Céline. C'était très, très agréable de te recevoir dans cette émission. On mettra quelques liens dans la description du podcast au plaisir de te recevoir à nouveau et que tu nous racontes la suite de tes aventures avec We Need Social. Un grand merci Cécile et longue vie à Rencontre. Merci beaucoup, Céline. Au revoir. Au revoir.